Salut à tous et bienvenue à Question Auto. Cette semaine, on essaie un véhicule usagé. C'est en 1996 que le premier RAV4 a vu le jour. Il faut dire aussi que c'était beaucoup plus petit, ça avait l'air d'une Jelly Bean et que le véhicule s'est énormément adapté aux besoins des familles d'aujourd'hui. Même en 2016, on a une version hybride, donc on a quand même fait beaucoup de chemin. La version usagée qu'on a sélectionnée pour vous présenter cette semaine, c'est un RAV4 2010 V6 Limited, le RAV4 le plus puissant qui a jamais existé. Question Auto, c'est parti! Parlons de l'extérieur du RAV4 V6 édition limitée. Eh bien, on peut dire que c'est un véhicule qui vieillit bien avec le temps. Sérieux, je déteste pas le look. Bien équipé aussi avec cette version-là. Donc, que ce soit l'avant ou l'arrière. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement la partie du pneu de secours qui sort comme ça de la porte. Je dois dire que moi, ça me dérange plus ou moins. Mais encore là, le côté look du véhicule, c'est quand même très bien réussi. Et d'après moi, même dans 5 ans encore, on va avoir encore un look qui va être pas nécessairement les plus à la mode, mais qui ne sera pas démodé. Donc, c'est ce qui compte aussi lorsqu'on regarde un véhicule usagé. Particularité, regardez vraiment au niveau du chrome aussi, le tour tout simplement des phares anti-brouillard. Il y a un excellent éclairage de nuit avec le véhicule. On a beaucoup de dégagement aussi, un angle d'attaque qui est quand même assez intéressant. Donc, si jamais on sort des sentiers battus, eh bien, on ne sera pas tout le temps accroché ou encore on ne frottera pas tout le temps la minute qu'on va venir pour passer par-dessus un obstacle. Regardez aussi au niveau de la lumière. Donc, la lumière qui a comme une petite déformation, une genre de bulle un peu, si on veut, ici. Ça, ce que ça va faire, ça va tout simplement changer l'effet de l'air, donc changer la résistance de l'air, bien entendu, pour avoir un petit peu d'économie. Ça ne paraît pas, mais c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes. On a un déflecteur sur le véhicule, et étant donné qu'on a la version V6, eh bien, on a l'indicatif en chrome ici sur le bord de la calandre. Encore une fois, des beaux matériaux, du chrome, plastique, tout semble quand même assez résistant, pas nécessairement d'usure au premier coup d'œil. Notre véhicule est équipé d'un toit ouvrant et vous remarquerez aussi toutes les barres de toit, donc nécessaires pour accrocher du cargo ou quoi que ce soit. On a tout simplement ça ici, des barres qui semblent résistantes. On a même des déflecteurs au niveau des vitres ici. Ça, je ne suis pas nécessairement un fan de ça. Si jamais vous aimez ça, eh bien, dites-moi donc pourquoi en commentaire. Donc, ceux-là, c'est vraiment les déflecteurs de Toyota. Une belle petite option. Si jamais vous aimez baisser votre vitre, lorsqu'il y a des intempéries un petit peu, au niveau du miroir, le clignotant est intégré. Ce qui n'est pas pire, bien, un véhicule qui est quand même de 2010, mais qui avait vraiment une technologie pour déverrouiller la portière. La minute qu'on maintenait la poignée ici, si jamais on voulait verrouiller, un petit bouton, un petit coup sur le bouton. Là, comme d'habitude, on a laissé les clés à l'intérieur, donc c'est normal que le véhicule ne se verrouille pas. Au niveau des pneus, sérieux, on est très bien chaussé avec celui-là. Le Dunlop Grand Trek SG6 pour l'hiver. Sérieux, c'est un excellent pneu. Et on avait des pneus de 17 pouces sur la version limitée. Donc, un 225 55 17. Donc, c'est 225 65 17, excusez-moi. Donc, c'était quand même un pneu qui était une dimension intéressante. C'est pas si cher que ça au remplacement, malgré ce qu'on pense. Cependant, si on allait avec la version Sport, là, on tombait en 18 pouces et c'était un petit peu plus dur pour notre portefeuille quand on venait pour acquérir un véhicule comme celui-ci.
On regarde, les phares à l'arrière sont au LED. Donc, encore une fois, un véhicule qui, malgré son âge, malgré l'année 2010, est quand même assez tendance. Marchepied, faites attention à ça. L'hiver, ça a tendance à s'accumuler avec beaucoup de glace, beaucoup de saleté. Et lorsqu'on sort, eh bien, whoop, un bas de pantalon est rapidement sali. La partie arrière, c'est vraiment celle-là qui est la plus unique présentement sur le RAV4 et je vous démontre pourquoi. Ouvrons la portière et remarquez l'ouverture particulière. Donc ça, c'est vraiment assez unique au RAV4 et ça donne une ouverture qui peut être embêtante si jamais vous avez un véhicule qui est stationné à l'arrière de vous comme ça. Donc, ça va vous prendre quand même beaucoup d'espace pour être sûr qu'il n'y a rien qui va accrocher lorsque vous allez ouvrir cette portière-là. Pour la partie aussi pneus de secours, si jamais vous vous demandez comment retirer le tout, eh bien là, ça va me prendre mon assistant. Lorsqu'on s'en va tout simplement en dessous du pneu ici, il y a une genre de goupille, donc une petite planche. Il faut bien entendu ouvrir la portière et on va abaisser cette petite goupille-là. Et au-dessus, on a vraiment tout simplement 3 points. On retire le couvert et on a un pneu de secours qui est de pleine grandeur. Présentement avec un pneu Toyo et on remarque que ça n'a jamais servi parce que toutes les barres sont dessus. Lorsqu'on va venir pour replacer, très important d'aligner les 3 petits points exactement comme ça. Et voilà. Et on se donne un petit peu de travail encore une fois avec l'ouverture de la porte. Et on va tout simplement aller accrocher la goupille et on referme. Ce qui est extrêmement important, c'est de faire attention parce que ça, si jamais vous habitez au Brésil, c'est un élément qui va pouvoir être volé et ce, assez facilement. Trappe à essence, on ne se casse pas la tête, on lève ici la clenche et voilà la trappe à essence qui s'ouvre et qui se referme rapidement pour celle-ci. Au niveau du compartiment moteur, vraiment pas compliqué. Petite planche, voilà, elle est là. Oups. Je vais laisser mon assistant m'aider pour celle-ci. À une main, c'est un peu difficile. Motorisation V6, 3,5 litres. Sérieux, ça a du punch. Vous allez voir ça aller tantôt. Parlons maintenant de l'intérieur du RAV4 2010. La première chose qu'on se rend compte en ouvrant la porte, c'est que le choix de couleur est quand même assez particulier. Donc on a des bancs en cuir, un mélange de noir, un mélange de gris, plusieurs finitions. Au niveau des plastiques, ça me surprend un peu. Vraiment des plastiques très durs qui se graffinent extrêmement facilement. On a tout simplement à reposer notre coude aussi pour nous rendre compte que c'est pas totalement confortable. Et au moins, on a quand même une bonne poignée, une bonne ouverture aussi. Et étant donné qu'on a le système de son JBL, donc à l'intérieur, vous allez voir, la majorité des haut-parleurs vont être identifiés aussi de cette manière-là. Un intérieur qui est quand même fonctionnel, qui est quand même accueillant. Il faut dire aussi que les sièges sont quand même mous, mais d'un bon confort. Et on a quand même beaucoup d'ajustements, donc pour obtenir une position de conduite idéale. Une fois à bord, bien insonorisé. Encore une fois, pas très compliqué non plus comme habitacle. Un peu particulier au niveau des boutons ronds comme ça, donc ça prend un petit bout de temps avant de s'habituer pour la climatisation, mais encore là, c'est pas si pire. Il faut dire aussi que l'affichage de la climatisation est un peu plus bas comparé à l'affichage du radio, donc un petit peu d'ombre, des fois un petit peu de visibilité. Pour le reste, eh bien, on se casse pas la tête et on est équipé, bien entendu, d'une transmission automatique, nous, de notre côté. Du rangement, sérieux, là, c'est quand même pas pire pour ça. Et une chose qui est quand même particulière, c'est que pour l'année, on a une clé donc qui ne nécessite pas l'insertion à l'intérieur. Donc, on a vraiment tout simplement un bouton de démarrage comme ça. La minute qu'on part le tout, on va s'assurer que le volume est à 0 et qu'on réappuie une deuxième fois. Donc, en mode accessoire, on va voir
tous les affichages s'allumer au niveau des contrôles. Donc quand même intéressant, clair, net, précis, pas de casse-tête. Si on repasse un petit peu les différents boutons en revue, donc on a vraiment un mode pour activer la prise qui est à l'arrière, donc une prise pleine grandeur, une prise 120 qui va nous permettre de brancher n'importe quoi pour recharge. On a un système donc de descente assistée, comme là présentement vous voyez qu'il scintille, c'est parce que ce système-là va uniquement fonctionner lorsque je vais descendre mon sélecteur et passer en mode L, donc en première vitesse. Je ne peux pas activer ce mode-là autrement. Donc la minute que je vais passer dans une autre vitesse, ça va se mettre à scintiller tout simplement. Un peu sur le côté ici, donc j'ai vraiment le bouton pour verrouiller mon différentiel. Encore une fois, vous allez le voir scintiller dans le coin en haut. La minute que le scintillement est arrêté, bien ma force au niveau de la motorisation, au niveau de la traction est répartie avant-arrière, donc vraiment verrouillé centralement, parfait pour les situations en route. Et ça va marcher uniquement de 0 à 40 km/h. Donc sur le volant, les commandes sont complètes. Je peux changer les différents modes aussi. Donc que ce soit satellite, AM, FM, directement à partir du bouton ici. Au niveau des appels, système Bluetooth. Au niveau du régulateur de vitesse aussi directement sur le coin. J'ai un petit indicateur à l'intérieur qui va s'allumer pour me donner tout le détail. Un intérieur qui est quand même bien fini, qui est quand même complet. Plastique dur, encore une fois, cependant. J'aime bien cependant la couleur. Si on m'aurait mis ça en genre de noir ou en brossé comme ça partout à l'intérieur, ça aurait été totalement parfait. Au niveau de la température, eh bien, pas de casse-tête. Tout est facile, bizone, c'est très puissant. La minute qu'on va mettre la pleine puissance, on va le ressentir. Au niveau du radio, encore une fois, accessible, facile. Oups, il n'y a pas de musique, passons en satellite. Quand même, la base intéressante étant donné qu'on a le système JBL de notre côté. Un petit peu plus bas, tout simplement, donc le système de traction qu'on peut retirer. Et vous allez remarquer, bon, bien entendu, que ça allume une petite lumière dans le bas ici. Si je maintiens enfoncé ce bouton-là pour environ 5-6 secondes, vous allez voir un autre bouton qui vient d'apparaître, un autre témoin lumineux plutôt, qui va vraiment mentionner que mon système de traction est totalement retiré, ainsi que mon système de stabilité. Donc là, le fun commence avec ce véhicule-là. Le V6 va nous donner amplement de puissance et on va être capable d'avoir du fun l'hiver. Donc, des givrages chauffants, bien entendu, au niveau du liquide de lave-glace et une prise 12 volts tout simplement ici. Petit espace de rangement, donc bien caché en dessous. Porte-gobelet de bonne grandeur. Ma transmission, donc, même si je suis automatique présentement, vous allez voir un peu le chemin de la course qui est quand même assez particulière, mais ça va me permettre de passer en mode manuel les différentes vitesses. Donc, deuxième, première, deuxième, troisième, et je vais avoir un indicatif dans le coin tout simplement en bas dans quelle vitesse que je suis présentement, le L étant bien entendu la première. Donc pas nécessairement de fun à avoir avec ça, mais c'est quand même cool lorsqu'on voit une côte, on veut prévoir un mouvement. Donc ça au moins avec ça, ça nous donne un petit plaisir d'avoir encore l'impression de contrôler quelque chose. Prise auxiliaire, vous allez remarquer qu'on n'a pas de prise USB malheureusement de notre côté, un petit manquement à l'intérieur. Compartiment quand même intéressant pour du rangement, donc on appuie dessus, on a tendance à le refermer comme ça, mais c'est pas la bonne manière, donc on vous rappelle qu'il s'ouvre de cette manière-là, et quand on veut le refermer, c'est encore un coup sur le bouton comme ça ici, et on a bien entendu de l'espace de rangement qui est assez intéressant. Au niveau de la caméra de recul, même si on était en 2010, la minute qu'on va placer le véhicule en mode reculon, eh bien, vous allez voir une caméra qui va apparaître ici dans le coin. C'est pas la plus claire, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette option-là sur un véhicule de cet âge-là, tout simplement. Beaucoup d'équipements, bien fini. Contrôle du toit ouvrant, vraiment pas de casse-tête. Passons à l'arrière du véhicule maintenant. Ouverture des portes qui est excellente. Il n'y a pas vraiment de reproche à faire à ce véhicule-là. Au niveau des sièges arrière, donc des filets de rétention. Tantôt, je vous parlais de ma fameuse prise. Donc, ma prise qui est un petit peu loin pour faire de la démo. Donc, ma prise ici que j'ouvre est tout simplement que je peux brancher n'importe quel appareil. Faites attention, vraiment, les plastiques à l'intérieur. Parfois, on voit qu'il y a quelques graphines, même ici, la partie de la console centrale.
Très important de bien entretenir aussi quand c'est du cuir, bien nettoyer aussi tout ça, donc un bon revitalisant. Et remarquez aussi au niveau du banc, il n'y a pas de casse-tête, la minute qu'on veut tout simplement abaisser. Voilà, et ça forme un bon plancher plat. Et vous avez aussi les porte-gobelets que vous pouvez abaisser la section centrale. Vous allez remarquer, la minute qu'on se dirige vers le coffre, il y a du rangement. Donc, on peut ouvrir en différentes sections et c'est accessible aussi la minute que je vais baisser tout simplement mon banc. On replace le tout. La partie arrière, donc avec mon ouverture de porte, quand même particulière. Ça prend quand même une bonne force pour ouvrir cette porte-là. Mon sub JBL, donc vraiment mon caisson de base. Un petit endroit pour mettre notre lave-vitre, mais encore là, le filet semble un petit peu mou. Et vous allez remarquer des trous pour les porte-gobelets. C'est normal parce que sur certains modèles, on avait la possibilité d'avoir une troisième banquette qui était uniquement pour les enfants. D'espace de rangement, en voulez-vous, en plat. Vraiment aussi le cache-bagage, qui est vraiment pas de casse-tête, qu'on va tout simplement s'assurer de passer comme il faut dans les bons ancrages. Et vous allez remarquer aussi qu'on peut tout simplement attacher ces petites languettes-là pour cacher complètement le cargo aux appuis-têtes que je retrouve à l'avant. Si vous voulez baisser les bancs, la petite manette ici, on tire, voilà, et on obtient quand même un plancher plat. Regardez un petit peu là, la finition en arrière des bancs qui, avec le temps, semble vouloir se plier. Faites attention à ça, tout simplement, replacez-le, on remoule la forme et on ne se cassera pas la tête. Point d'ancrage, intéressant pour le cargo. Donc vraiment un véhicule qui est très complet, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une bonne poussée. Et vous remarquerez aussi une chose. Qu'est-ce qui anime le véhicule? C'est la motorisation. On va repasser ça en parc. Et remarquez la puissance et la sonorité. Vitre électrique. Ça a toute une sonorité pour un petit véhicule comme ça, sérieusement. Je suis impressionné du son et que dire des accélérations. Vous allez voir ça aller tantôt. Parlons du comportement routier et de la mécanique du RAV4 V6 limité. Premièrement, la motorisation. Ce qui anime ce véhicule-là, c'est un 3,5 litres V6. C'est extrêmement puissant pour le type de véhicule qu'on a présentement. Et c'est dommage qu'on ait délaissé ce V6-là
dans les nouvelles versions du RAV4. La puissance est bien là, on parle vraiment d'un 269 forces. Ça, c'est assez imposant. Puis ce 269 forces-là, on va l'avoir vraiment à 6200 tours minute. Donc, ça prend de la révolution pour vraiment aller chercher le maximum de puissance. Et le couple, ben, c'est 246 livres de couple. Et ça vient un plus raisonnable, 4700 tours. La beauté aussi de cette mécanique-là, c'est qu'avec tout ce nombre de HP-là, eh bien, on n'a pas besoin de mettre du super. Ça, c'est parfait, c'est idéal tant qu'à moi. On arrive à la pompe, on met l'essence la moins chère. Donc, ça fait un véhicule qui répond parce qu'en plus, on est jumelé une transmission 5 vitesses. Donc, la transmission 5 vitesses fait quand même très bien le travail. On va être en mesure de passer les différentes vitesses en mode manuel si on veut, avec vraiment une course au niveau du levier. Donc, bien entendu, on n'a pas de changement de palette. C'est uniquement notre mouvement donc, qui va permettre de faire ces changements-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas des fois tout à fait évident d'aller chercher les vitesses manuelles. Le pattern, comme on dit, n'est pas très intuitif. Donc, moi, je vous recommande, laissez ça sur Drive parce que vous allez voir quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, eh bien, ce que vous allez vivre, c'est exactement ça. Et vous allez voir aussi que même les fils de ma caméra n'en sont sortis de leur attache. Donc, comme vous voyez, ça tire ce petit véhicule-là et c'est extrêmement surprenant pour un véhicule de cette classe-là. On est habitué à beaucoup plus tranquille. Capacité de remorquage, eh bien, on parle de 2000 livres de possibilités de remorquage avec tout simplement une attache régulière. Et si vraiment on est équipé du package de remorquage qu'on appelle, donc du groupe d'options pour tracter, eh bien là, on va être capable d'aller jusqu'à 3500 livres. Côté consommation d'essence, on va parler environ d'un 12,3 litres au 100 km. Ça peut vous paraître élevé, mais ça, c'est vraiment de la conduite urbaine. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de force dans le moteur. Donc oui, malheureusement, ça va grimper le chiffre. Mais la minute qu'on va tomber en mode autoroute, on va parler de 9 litres au 100 pour ce véhicule-là. Et ce qu'on a observé, nous, c'était vraiment des températures qui étaient... Ça snap, c'est surprenant. Donc, nous, ce qu'on a observé côté consommation, eh bien, on a tourné autour du 11,7. C'est des températures qui sont extrêmement froides quand on a fait notre essai. Une patinoire aussi au niveau de la glace. Donc, automatiquement, ça va vraiment chercher une consommation qui est beaucoup plus élevée au niveau du véhicule. Mais de toute façon, le 4 cylindres, en mode, bien entendu, 4x4, n'est pas vraiment plus loin que ça côté consommation. Donc, si jamais vous optez pour vraiment la motorisation qui est moins forte, c'est-à-dire 179 forces et 172 livres de couple, eh bien, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Donc, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur un V6 comme celui-là, eh bien, osez tout simplement. Pour le reste, lorsqu'il va faire froid, cependant, les petits sons de cabine, des petits craquements qu'on n'est pas nécessairement habitué, mais ça, je vais vous dire, tous les véhicules font ça la minute qu'on va tomber en mode très froid, donc vraiment des conditions très hivernales. Et au moins, ce qui est intéressant, eh bien, c'est les bancs chauffants, tant du côté conducteur que passager, et même un système chauffant au niveau des essuie-glaces, donc pour vraiment donner une vision qui est parfaite. Au niveau des essuie-glaces, celui-là en arrière est comme un petit peu décentré, donc ça va donner une vision qui est un peu particulière, un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Il faut dire aussi qu'on a une partie de la vision arrière qui est sur le pneu, donc le pneu de secours. C'est très, très mineur parce que je dois vous dire que la visibilité est quand même extrêmement bien. Puis surtout si vous êtes de petite taille. Sérieusement, c'est rare qu'on voit ça, mais des véhicules comme ça, la minute qu'on est petit, eh bien, on va être capable tout simplement de voir, d'ajuster son banc, d'ajuster sa position de conduite aussi pour avoir une excellente visibilité. Et ça, c'est ce qu'on adore d'un véhicule sport utilitaire comme ça. Parlons d'attraction intégrale. Eh bien, la traction intégrale, c'est ce qu'on appelle un système électrique qui est sur demande. On a la possibilité de le verrouiller de 0 à 40 km/h et on a la possibilité de retirer le système All-Track de Toyota, donc le système de traction. C'est pas un 4x4 fait pour aller vraiment faire du hors-route. Même si on a un système de descente assistée, donc lorsque les terrains ou encore les côtes deviendraient un peu plus chaotiques ou encore rugueuses, ou vraiment qu'on veut aller lentement sur une surface qui est un peu plus glissante, malheureusement, ce n'est pas un système qui va offrir la possibilité de verrouiller les 4 roues. Ça aurait été parfait,
mais il faut dire que le système fait quand même un très bon travail en mode urbain ou encore sur surface glacée et semble assez résistant aussi lorsqu'on lui en demande. Donc, on n'aura pas nécessairement un véhicule qui va tout simplement tomber en mode sauvegarde et vraiment se protéger au niveau du système. Pour le reste, le son de la cabine, eh bien, c'est correct. C'est quand même assez silencieux, mais c'est sûr que lorsqu'on va demander la révolution au moteur, eh bien, c'est sûr que c'est là qu'on va l'entendre vraiment rugir et c'est normal. C'est quand même assez gros comme motorisation. Donc, je vous rappelle que la minute qu'on passe dans les différentes vitesses et qu'on va faire révolutionner ce moteur-là à plus de 4000 tours, c'est ce que ça donne. Jouissif. Et je passe en 3 parce que sinon, c'est le véhicule qui m'aurait retenu en 3e vitesse. Donc, ça me donne vraiment un mode manuel, un petit mode contrôle intéressant au niveau du RAV4. Pour le reste, le confort, l'espace de rangement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est très bien. Petite chose désagréable cependant, c'est le fini du volant. Le fini du volant qui est comme un peu une surface extrêmement froide et voire même glissante. Donc, la minute que je vais arriver en mode hiver, voire même avec mes mitaines ou autres, donc j'ai pas vraiment de maintien solide à mon goût là, présentement sur le volant. Donc, c'est une chose qui aurait pu être améliorée. Et pour le reste, moi, je le choisirais noir à l'intérieur. Je ne suis pas un fanatique nécessairement de la couleur un peu brune qu'on a là présentement. Mais ça, c'est un caprice personnalisé. Pour le reste, le véhicule est très bien équipé. Il offre de l'espace, il offre de la puissance, capable de remorquer. Je suis capable de me débrouiller avec la traction intégrale. Sérieusement, chapeau, c'est pas pour rien que le RAV4 présentement est l'un des véhicules les plus populaires aussi dans le créneau. Et en plus, on joue d'une fiabilité assez intéressante du côté de Toyota. Donc, véhicule très complet. Parlons de l'histoire maintenant du RAV4. Le RAV4 a fait ses débuts en 1996. On avait un modèle 2 portes, un modèle 4 portes. Donc, ça a été vraiment le début de la petite Jelly Bean, comme on peut l'appeler, vraiment un véhicule beaucoup plus à des prétentions urbaines, beaucoup plus petit, moins familial, mais qui était capable de nous amener vraiment dans des endroits un peu moins urbains, si on veut. En 1997, eh bien, on avait des nouveaux matériaux à l'intérieur du véhicule sur le 2 portes et un toit ouvrant se rajoutait sur le modèle 4 portes et c'était mieux insonorisé que la première année au niveau du lancement. En 1998, eh bien, on a des changements à la grille, on change un peu l'aspect aussi des phares, tant avant et arrière, et l'intérieur a été aussi un petit peu revu et un convertible était disponible pour le modèle 2 portes. Ça, c'est quand même assez particulier. Ça nous rappelle vraiment les petits sidekicks aussi dans le temps. Donc ça, c'était vraiment les années où est-ce que c'était un peu populaire, surtout lorsqu'on vivait dans un pays où il y avait un peu plus de soleil qu'ici au Québec. En 1999, les sièges en cuir et couleur assortis, donc au niveau des miroirs, au niveau des pare-chocs, voire même au niveau des poignées sur le RAV4 étaient disponibles. Certaines éditions spéciales, pneus de secours aussi, pleine grandeur, a commencé à faire son apparition. Bien entendu, c'était en acier. 2000, aucun changement.
autre que pour les portes gobelets, oui, à l'intérieur, et la mort du modèle 2 portes. Donc, malheureusement, on a tiré une croix là-dessus, le modèle 2 portes convertible, bien entendu. En 2001, redesign majeur, donc changement de motorisation aussi, ça devenait beaucoup plus intéressant, un petit peu plus gros. Quelques changements cosmétiques en 2002, donc dans les choix d'options, on avait aussi 3 nouvelles couleurs qui étaient disponibles, et on a mis une croix sur le bon vieux or style vintage gold. Vous savez, le or que personne ne bat jamais. Là. Donc, on a tiré une croix sur celui-là. En 2003, l'apparition du package sport, nouvelle grille aussi, un trou dans le capot en avant. Donc, vraiment un trou qui peut laisser inspiration que ça va marcher un petit peu plus. Mais encore là, c'était pas tout à fait fonctionnel. C'est purement esthétique. Miroir chauffant, siège sport. Donc, un petit peu plus intéressant. En 2004, on a eu quand même un rafraîchissement intéressant et c'est là qu'on a vu l'apparition du nouveau moteur 2.4 à 161 forces. Ça devenait un peu plus agressif aussi côté style. L'équipement standard était beaucoup bonifié avec des contrôles de traction, stabilité, frein anti-blocage, air climatisé, 6 haut-parleurs aussi. Donc ça, c'est un must. On le sait là, dans le passé, du côté de la sonorisation, des fois, des systèmes audio, c'était pas très performant du côté japonais. Et on a fait des modifications aussi aux différents coussins gonflables pour augmenter la sécurité à l'intérieur du véhicule. 2005, le système audio JBL 3 en 1, donc est discontinué. Et le package sport, lui, pour sa part, le modèle sport reçoit une grille unique et un pédalier métallisé. Donc, on essaie de bonifier un petit peu plus le côté aventurier, si on veut, du RAV4. 2006, nouveau design plus gros, la puissance, car le V6 était enfin disponible. 2007, modification au coussin gonflable. Les options JBL viennent avec les commandes au volant directement, et ça, c'est intéressant. Et bien entendu, la connectivité Bluetooth. Donc, ça fait déjà presque une décennie qu'on a de la connectivité Bluetooth dans les modèles RAV4. 2008, eh bien, étant donné qu'on avait le nouveau modèle en 2007, on ne change rien. 2009, plus de puissance aux 4 cylindres, encore des changements aussi à la grille et au pare-choc et les appuis-têtes pour encore un peu plus de sécurité. Donc, on voulait augmenter les résultats au niveau des tests d'impact. 2010, changement à peine mineur intérieur-extérieur. 2011, on réorganise les groupes d'options, donc on redéfinit un peu tout ça. 2012, nouvelle interface au niveau du système multimédia, donc un écran tactile faisait son apparition. 2013, redesign complet, ça fait du bien, mais où est le V6? Non, dommage. 2014, nouveau groupe d'options technologie avec tout ce qui est la surveillance des angles morts, maintien de voie. On a aussi tout ce qui est lumière automatique, donc feu de croisement, phares aussi qui vont s'allumer lorsque la brunante va arriver. 2015, ben, on change un peu les roues, on ajoute le système électrique au niveau de l'ouverture du haillon. On retouche aussi la partie avant pour, encore une fois, améliorer les tests d'impact. Donc, on voit que la sécurité est très importante dans ce créneau-là. 2016, encore un changement de style, surtout dans la partie avant et arrière. Ça commence à être un véhicule qui se démarque, beaucoup plus aérodynamique aussi. Bien entendu, on rajoute les fameuses lumières OLED qui deviennent vraiment un must. Modèle sport aussi commence à se différencier avec une suspension qui est beaucoup plus adaptée. Et la nouvelle version hybride fait son apparition, donc on va être capable de sauver quelques litres au 100 avec ce véhicule-là. Qu'est-ce que 2017 nous réserve pour le RAV4? On verra plus tard. En 2010, le RAV4 V6 en version limitée se détaillait 34 640 $. Aujourd'hui, avec environ 120 000 km au compteur, un modèle exactement comme celui-ci va se détailler entre 14 000 $ et 16 500 $. Donc, vous voyez, on a quand même gardé une excellente valeur. Pour la fiabilité, faites attention aux modèles 2002 et 2007. Pourquoi précisément? Le 2002, on avait quelques problèmes de transmission, quelques problèmes d'ordinateur aussi, et ça, c'est quand même assez connu, je vous dirais. Donc, essayez d'éviter cette année-là. Pour 2007, quelques moteurs aussi qui consommaient un peu plus d'huile qu'à l'habitude. Donc, si jamais vous avez à choisir un modèle RAV4, sachez que ça bénéficie d'une excellente réputation de fiabilité, mais restez en dehors tout simplement de ces 2 années-là que je viens de vous dire.
Pour le modèle 2010 qu'on a, faites attention à la peinture. Un bon cirage, un bon entretien une fois de temps en temps, nettoyer comme il faut le véhicule aussi pendant la période hivernale va éviter d'avoir des petits défauts apparaître. Et n'oubliez pas l'intérieur aussi qui est quand même assez fragile. Un bon protecteur d'intérieur, le bon produit pour préserver la vie longtemps aussi de votre RAV4. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié notre essai du véhicule usagé de la semaine. Je remercie notre partenaire Occasion Ville de Québec. Puis si jamais ce véhicule-là vous intéresse, eh bien d'après moi, pour 14 000 $, vous êtes capable de l'avoir. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et ce n'est pas notre dernière vidéo ni notre dernier essai. Si jamais vous avez des suggestions, eh bien, n'hésitez pas, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de faire une vidéo sur le véhicule de votre choix. Matt vous dit à une autre fois. Ha ha ha.